Kemaes Jinaoui, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous étiez plusieurs fois ambassadeur, ancien conseiller du président Béji Aziz Sebsi, l'ancien président tunisien, comme conseiller diplomatique. Vous étiez également ancien ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, vous créez un think tank. Pourquoi faire? Pour que on ait une idée un peu sur cette approche et cette utilité. Vous savez, moi, j'ai passé 42 ans dans l'opérationnel, dans la diplomatie, et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de réfléchir. Et j'ai créé ce think tank avec certain nombre d'amis, de hauts cadres de l'État, d'anciens ambassadeurs et diplomates, pour réfléchir sur le positionnement de la Tunisie d'abord, et ensuite sur l'évolution de la situation autour de la Tunisie, en Méditerranée, en Europe et dans la région MENA, parce que je pense que le monde est en train de vivre des changements rapides et il faut que la Tunisie s'adapte à ces changements pour mieux faire connaître sa situation, mais aussi pour mieux essayer d'influer ce qui se passe autour d'elle. Pour que ça ne soit pas une coquille vide, comment structurer, pensez-vous structurer en tout cas ce think tank et comment vous allez vous y prendre? Mais écoutez, d'abord, moi je pense que créer un think tank dans un pays qui vit un processus démocratique, ça ne peut être que positif parce que ça va aider à diversifier la réflexion. Et c'est un sujet très particulier, les affaires étrangères, le géopolitique, les questions de géopolitique, mais aussi les questions économiques, parce que la spécificité de notre think tank, c'est qu'on s'occupe bien sûr de tout ce qui est relations internationales et géopolitiques, mais également des questions économiques et des derniers développements économiques, surtout avec la crise du Covid. Donc, on va structurer, bien sûr, nous sommes au début, là, ça fait juste 2 mois qu'on a créé ce think tank, on l'a installé maintenant, on a un siège, on a commencé déjà à réfléchir et à créer des groupes de réflexion sur des questions, diverses questions, mais bien évidemment, on va faire appel à toutes les compétences tunisiennes dans les divers secteurs pour nous rejoindre sur cette réflexion commune qui concerne, comme je vous l'ai dit, la Tunisie, mais qui concerne aussi toute notre région. La Tunisie ressemble à un laboratoire, même c'est un laboratoire à ciel ouvert, sociologique, politique. Est-ce que la Tunisie profite ou les Tunisiens profitent bien de cette richesse exceptionnelle? Et on a l'impression qu'aujourd'hui, que le pays est dans une impasse. Je pense que malheureusement, elle n'est pas en train de profiter comme il faut de cette richesse en ressources humaines, en expertise que les Tunisiens ont. C'est tout simplement parce que le système qu'on a créé depuis 2011, ce nouveau système démocratique, n'a pas pu créer une ambiance où tous les Tunisiens, par-delà leur appartenance idéologique, leur penchant politique, n'arrivent pas à travailler sur la scène publique d'une manière collective. Bien évidemment, le changement qui a eu lieu depuis 10 ans, il est encore en gestation. La Tunisie connaît effectivement des difficultés aujourd'hui, mais moi je suis convaincu que ces difficultés sont passagères, que le pays trouvera le meilleur chemin pour sortir de cette crise. C'est une crise bien évidemment économique liée aux différents, à l'instabilité qu'a connue le pays au cours des 10 dernières années, mais c'est une crise politique et constitutionnelle parce qu'on est encore en train de tester le système qui a été mis en place par la Constitution de 2014. Et ce système démontre certaines limites dans son fonctionnement, surtout au niveau de l'exercice du pouvoir entre le pouvoir exécutif, les deux branches du pouvoir exécutif, mais aussi avec le pouvoir législatif. C'est-à-dire que la Tunisie aujourd'hui semble
ingouvernable. C'est-à-dire qu'on a l'impression, depuis 2011, de 2011 à 2021, il y a eu 5 présidents, 6 à 7 premiers ministres, des dizaines de ministres. C'est un turnover unique au monde, je dirais. Mais tout cela, pourquoi, au fond, c'est une déperdition d'énergie? Mais vous savez, il faut franchement mettre ça dans son contexte. Nous vivons une transition politique et toute transition politique connaît une certaine instabilité. Certes, vous avez complètement raison de dire qu'il y a eu plusieurs changements de gouvernement, de président, mais c'est lié, je pense, à ce changement, à cette transition politique. Il faudra du temps pour que la Tunisie se stabilise. Mais bien évidemment, il faut faire, à mon avis, une évaluation macroéconomique, politique, parce que d'abord, la Tunisie, aujourd'hui, il y a une liberté réelle, liberté d'expression qui caractérise la société tunisienne, la vivacité de la société tunisienne. Il y a certes des problèmes graves au niveau économique et social, que les divers gouvernements successifs n'ont pas pu résoudre. Mais je pense que avec le temps, on finira par trouver, comme je l'ai dit, le bon chemin. La Tunisie se bat seule dans ce domaine. Je viens de publier d'ailleurs un op-ed dans un journal allemand où je disais que la Tunisie, malheureusement, contrairement aux autres expériences similaires, que ce soit en Europe, en Asie du Sud ou même en Amérique latine, la Tunisie n'a pas trouvé l'appui conséquent de ses partenaires pour l'aider à sortir de cette crise-là, parce qu'aucun pays en transition n'a pu réussir seul. Il faut toujours un appui extérieur, une sorte de locomotive capable de faire sortir le pays du marasme dans lequel il se trouve. Depuis 2011, pour vous répondre, il y a eu des milliards qui ont été fournis à la Tunisie par l'Union européenne et d'autres pays, mais il y a eu un gaspillage considérable. Et il est aujourd'hui clair qu'il y a eu détournement d'une manière ou d'une autre de cet argent colossal. La Tunisie a eu aussi de la sympathie pendant une certaine période, certes peut-être pas suffisamment, mais ce problème existe aussi. Je ne dis pas le contraire. La Tunisie a reçu un appui substantiel de nos partenaires, mais bien évidemment, nous sortons d'un système où tout était centralisé, où tout était dirigé par un seul homme, à un autre système libéral où le pouvoir de décision est diffus sur plusieurs centres de décision. Donc, ce nouveau système n'a pas pu réaliser les réformes nécessaires, structurelles nécessaires, pour que cet argent dont vous parlez trouve son chemin vers des programmes socio-économiques capables d'élever, d'apporter les réponses à la jeunesse tunisienne. Mais évidemment, si vous voyez l'exemple de l'Europe de l'Est, par exemple, comparé à ce que la Tunisie a reçu, si on compare ce que la Tunisie a reçu par rapport à l'aide qui a été fournie aux pays de l'Europe de l'Est pendant la transition, il n'y a absolument aucune comparaison. Même pas Malte, qui est juste à côté. Il faut, dans ce genre de situation, il faut un soutien massif. Et quand je parle de soutien massif, ce n'est pas seulement un soutien en argent, c'est un soutien aussi politique. C'est un soutien au niveau du modèle de société qu'on est en train de construire, au niveau des mécanismes de l'exercice du pouvoir politique et démocratique. Tout ça, bien évidemment, la Tunisie, à mon avis, à mon humble avis, la Tunisie n'a pas bénéficié de ce soutien massif que les autres pays ont pu recevoir, que ce soit en Europe de l'Est, comme je l'ai dit, mais même en Asie du Sud-Est. Pourquoi une étude de faisabilité n'a pas été faite autour de ces idées que vous proposez? C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté de faire appel à ses amis européens ou autres, mais aucune volonté de construire ce paradigme et pouvoir inciter vos partenaires à s'impliquer avec vous. Mais honnêtement et sincèrement, l'idée qui est derrière la création de ce conseil-là, de ce think tank, c'est entre autres, c'est de contribuer à ce genre de réflexion. C'est d'aider
aussi bien les décideurs politiques tunisiens que nos partenaires, à comprendre ce qui se passe en Tunisie et à leur expliquer les attentes de la Tunisie. Mais là, ce que la Tunisie demande, ce n'est pas seulement de l'aide, c'est une sorte de partenariat, parce que si la Tunisie demain est démocratique et prospère et stable, cela bien évidemment va rejaillir sur le niveau de vie des Tunisiens, mais c'est également profitable pour nos partenaires parce que ça va avoir un impact sur la stabilité et la prospérité de toute la région. La Tunisie, de par sa taille, est une tête d'épingle sur la carte du monde. Bourguiba, de ce petit pays, avait réussi à lui donner une résonance diplomatique mondiale. Qu'est-ce qui aujourd'hui explique que le pays soit inaudible complètement au niveau de sa diplomatie? Mais écoutez, d'abord, vous avez complètement raison. Bourguiba, quand il était au pouvoir, il a donné à la Tunisie une audience disproportionnelle à sa dimension géographique. Tout simplement parce que Bourguiba, c'était un leader du mouvement national tunisien qui était bien connu en dehors de la Tunisie, de la région du monde arabe. Mais c'est aussi parce que la Tunisie était pionnière à aider et soutenir certains pays africains et asiatiques dans leur lutte et leur quête pour la liberté et la libération. Aujourd'hui, depuis 2011, on a connu plusieurs étapes de notre diplomatie. Immédiatement après 2011, malheureusement, la diplomatie tunisienne a connu une certaine instabilité à cause du changement du pouvoir brusque du pouvoir. Avec l'élection de 2014 et l'arrivée de Béji Caïd Sebsi, la Tunisie a repris sa place naturelle dans le concert des nations. On a pu quand même convaincre nos partenaires de l'importance de comprendre ce qui se passe en Tunisie et d'apporter la compréhension et le soutien nécessaire pour que cette expérience réussisse. Aujourd'hui, depuis les élections de 2019, nous vivons un tâtonnement parce qu'il y a malheureusement une instabilité depuis les élections de 2011. Nous sommes pratiquement à notre troisième gouvernement. On a eu 3 à 4 ministres des Affaires étrangères. Et cette instabilité interne, bien sûr, a eu son impact sur la politique étrangère du pays. Comme on dit souvent, on fait la politique de sa géographie ou la diplomatie de sa géographie. Aujourd'hui, quand on regarde la Tunisie, la Libye, l'Algérie et l'environnement africain, on voit que la Tunisie est totalement absente sur le dossier libyen. Et très souvent, on dit quand la Libye tousse, c'est la Tunisie qui s'enrhume. Mais qu'est-ce qui explique cette absence, cette perte de la main sur ce dossier par la Tunisie? Mais écoutez, moi je pense, je peux vous citer encore une fois les raisons que je viens d'évoquer, cette instabilité politique interne, ce changement systématique au niveau des têtes, des chefs de tête de la diplomatie tunisienne. Mais bien évidemment, la Tunisie était au cœur du problème libyen. Elle était pendant 5 ans, nous étions le pivot de la diplomatie, des contacts diplomatiques sur la question libyenne. Vous vous rappelez d'une initiative tripartite que le feu Béji Caïd Sebsi a lancée, qui a associé l'Algérie et l'Égypte. La Tunisie était en contact avec tous les belligérants, toutes les factions libyennes. Maintenant, la Tunisie a abrité en novembre dernier le forum politique libyen qui est à l'origine. N'oubliez pas que ce forum quand même a permis aux Libyens de se voir ici à Tunis, de se concerter et de partir vers Genève pour trouver le compromis qu'ils viennent de réaliser la semaine dernière. Donc, nous pouvons faire mieux sur le dossier libyen. Je suis complètement d'accord avec vous. Nous devons être plus actifs parce que la Libye et la question libyenne, c'est pratiquement une question intérieure à la Tunisie. Elle concerne notre transition démocratique, elle a un impact sur notre sécurité et elle a un impact sur la relance de notre économie.
Et donc, c'est très important que notre diplomatie s'occupe de la Libye. Aujourd'hui, que les Libyens se sont mis d'accord, ils vont faire toute une transition d'une année, ils vont élire leur président et leur assemblée la fin de cette année, l'année en cours. Nous devons leur apporter l'assistance nécessaire pour qu'ils créent la base juridique. Et nous avons quand même une expertise dans ce domaine-là pour que l'exercice le 24 décembre prochain soit un exercice démocratique transparent. Et il y a un travail à faire, mais nous devons aussi être présents pour aider nos Libyens, nos amis libyens et nos frères libyens à assurer la reconstruction de leur pays. Il y a une expertise réelle que la Tunisie pourrait apporter à la Libye au niveau de cet effort de reconstruction. Au-delà de la Libye, la Tunisie ambitionne dans sa diplomatie de mener une politique africaine, mais on voit qu'il y a un effet de mode. En réalité, ça fait depuis plusieurs années qu'on parle de cette Afrique, mais dans la réalité, ça reste complètement marginal. Vous avez raison. Vous savez, nous avons aujourd'hui 16 ambassades en Afrique, 10 dans les pays de l'Afrique subsaharienne, dans l'Afrique subsaharienne, mais 6 dans les pays arabes africains. C'est insuffisant par rapport au nombre de pays africains. Nous devons être beaucoup plus présents, mais nous avons, contrairement à ce que disent les médias, nous avons quand même fait des progrès réels au niveau de notre présence africaine. D'abord, alors que j'étais ministre des Affaires étrangères, on a lancé les bases juridiques pour une coopération réelle avec les différentes régions africaines. Nous sommes aujourd'hui membres de la COMISA. Nous sommes observateurs du CEDEAO. Nous étions parmi les premiers pays à adhérer à la zone de libre-échange africaine. Le Parlement tunisien vient de ratifier cet accord, ce traité instituant la zone de libre-échange panafricaine. Il y a eu plusieurs visites. Bon, est-ce qu'on a fait suffisamment pour que la Tunisie reprenne sa place, la place qu'elle mérite sur la scène africaine? Je pense qu'il y a un travail supplémentaire à faire parce que en voyant par exemple notre présence au niveau des structures de l'Union africaine, la Tunisie est pratiquement absente au niveau des structures panafricaines de l'Union. Et donc, il y a un effort supplémentaire à faire, vous avez complètement raison, et je pense que nous devons redynamiser notre diplomatie économique sur l'Afrique et nous devons élargir notre présence diplomatique dans d'autres capitales africaines. Au-delà de cette dimension institutionnelle sur ces projets liés à l'Afrique, mais en termes de pédagogie, le pays semble complètement ignorer l'Afrique. Son élite, ils en est très éloignés, mais peut-être c'est le premier chantier à aborder, non? Je pense que d'abord au niveau du secteur privé, le secteur privé, il est quand même visiblement très présent en Afrique. Il est l'un des secteurs les plus actifs, les plus compétitifs en Afrique. Il y a plusieurs, par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans plusieurs pays africains, la Tunisie, les hommes d'affaires tunisiens sont présents par leurs investissements et par leur commerce en Afrique. Nous devons maintenant, au niveau structure publique, au niveau officiel, faire plus de démarches, plus d'initiatives pour montrer notre intérêt pour l'Afrique. Vous savez, 64% du commerce tunisien au niveau de l'importation et de l'exportation se fait avec l'Union européenne. Et donc, pendant plusieurs années, la Tunisie s'est intéressée à son voisinage immédiat en Europe. Cela s'est fait malheureusement au détriment de nos relations traditionnelles et historiques avec nos frères africains. Moi, quand j'étais dans les affaires et le président Beji Caïd Essebsi lui-même en personne, on a essayé de reprendre cette place-là progressivement.
comme je vous l'ai dit, en développant la base juridique, mais aussi en multipliant les visites. Il y a eu plusieurs visites de chefs d'État africains en Tunisie, mais nous devons aujourd'hui, vous avez raison, nous devons être plus présents, être plus visibles. Notre chef d'État devra, à mon avis, se déplacer, aller en Afrique, faire connaître l'expérience tunisienne. La Tunisie, de par sa position géographique, peut jouer un rôle fondamental au niveau comme faire le pont entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est ce que d'ailleurs nous comptons faire dans le cadre de ce think tank, c'est de démontrer l'importance de la Tunisie comme le lien entre les deux continents. Remayes Jinaoui, je rappelle que vous étiez le ministre des Affaires étrangères de Tunisie de 2016 à 2019, pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes le fondateur d'un think tank sur la diplomatie, la politique étrangère. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À très bientôt.